Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode du camp de base, le podcast des rencontres au sommet. Vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux à m'envoyer des petits mots pour me dire que vous aimez cette production et ça me fait vraiment chaud au cœur, merci. Anaïs me dit sur Instagram « Salut Émilie, je découvre ton podcast au fil des épisodes et je suis bien fan. » Toujours sur le même canal, Elodie m'envoie « J'aime beaucoup votre podcast au ton léger, mention spéciale aux extraits des bronzés, top, agréable à écouter, mais qui aborde des sujets importants. » Sur Apple Podcast, Malorité parle d'une émission rafraîchissante. Alors merci encore d'être là et de m'envoyer des petits mots doux, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, comme promis, on décolle pour Chamonix, avec le chercheur Emmanuel Salim. Ensemble, on aborde son travail de thèse sur le tourisme dans les grands sites glaciaires alpins. Alors ce sujet, il va faire l'objet de 2 épisodes. Dans celui que vous allez entendre aujourd'hui, on discute avec Emmanuel des paysages et des premières expéditions à Chamonix, de la notion de dégradation paysagère, des acteurs des sites glaciaires et de l'adaptation des opérateurs touristiques sur ces territoires. Lundi, on abordera plutôt la question du futur du tourisme sur les sites glaciaires qui se pose. C'est une question vraiment centrale en montagne à l'heure actuelle. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode et puis je te dis à très vite. Bonjour Emmanuel. Donc tu es docteur en géographie et tu as défendu ta thèse. Est-ce qu'on dit défendre d'ailleurs ? Oui, on dit encore défendre. On dit encore défendre. Tu as défendu ta thèse le 9 décembre dernier. Le titre est le suivant, le tourisme dans les grands sites glaciaires alpins, perception et adaptation à l'évolution des paysages. C'est donc, comme je le disais, une thèse en géographie. Toi, t'es pas originaire des montagnes, tu peux nous raconter d'où tu viens ? Alors ouais, effectivement, moi je suis originaire de Dunkerque, donc dans le nord de la France, donc dans le plat pays. Et donc je suis arrivé à Grenoble il y a maintenant 8 ans, je dirais. Principalement pour la montagne, pour pratiquer la montagne. Et puis de fil en aiguille, j'en suis arrivé à avoir l'opportunité de travailler sur ces questions-là de manière professionnelle. C'est la question fil rouge de ce podcast. C'est quoi ton camp de base ? Il est dans quel massif ? Et qu'est-ce qu'on y trouve ? Je pense que j'aurais du mal à donner qu'un seul camp de base. Je pense que j'en ai au moins 2 aujourd'hui. J'ai un de mes camps de base, c'est Grenoble, hein, c'est un peu le lieu où je vis, le lieu depuis lequel je pars arpenter les montagnes. Puis j'ai un deuxième camp de base qui est plus relié à mes recherches et qui est Chamonix, la vallée de Chamonix, où j'ai fait beaucoup d'enquêtes, beaucoup de terrain là-bas, j'ai tissé une relation avec les acteurs, ce qui fait que je dirais que j'ai le pendant professionnel qui est à Chamonix et puis le pendant personnel qui est à Grenoble, et puis je vais bientôt en avoir un troisième qui sera le Valais en Suisse, où là je vais mixer les deux. Très bien. Et alors, je me suis un peu renseignée auprès de tes collègues. T'es pas venu tout de suite à la recherche ? T'as un parcours serpenté ? Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, non, c'est sûr. À la base, j'étais paysagiste. Et puis, alors, j'ai commencé en faisant un CAP dans l'aménagement du paysage. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait un BEP. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que les études, c'était finalement pas si mal. Alors, je les ai reprises un peu sur le tard. Puis, ensuite, un BTS. Ensuite, comme j'aimais la montagne, je voulais un travail qui me rapproche un peu plus de la montagne que ce que pouvait me permettre le métier de paysagiste. Et donc j'ai fait une licence pro qui s'appelle Valorisation des espaces et des produits montagnards à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Ce qui m'a beaucoup intéressé, j'ai pu faire mon stage autour des questions de randonnée, de gestion des itinéraires de randonnée, ce qu'on appelle les schémas directeurs de randonnée, avec la communauté de communes de Haute-Tarentaise. Donc moi, j'étais assez satisfait de ce travail-là, mais il y avait peu de postes à ce moment-là. Alors j'ai quand même passé le concours catégorie B de la fonction publique pour pouvoir intégrer un poste que j'ai eu. Mais les opportunités étaient pas ouvertes. Alors, il y avait un master qui s'appelait Master Géographie et Montagne, toujours à l'Université Savoie-Mont-Blanc.
Et donc, je me suis dit que j'allais y aller pour voir. Dans le même temps, je venais d'avoir le probatoire de l'accompagnateur en montagne. Du coup, c'était l'occasion de faire l'accompagnateur en même temps que ce master. Et puis, donc dans le master, j'ai rencontré Ludovic Ravanel pour mon mémoire sur les guides de haute montagne, sur l'impact du changement climatique sur les guides de haute montagne. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler en recherche, à faire de la recherche, j'ai vraiment, on peut dire, été pris de passion par cette activité. Et en fait, dès la fin du M1, j'étais persuadé que je voulais faire une thèse absolument. Puis j'ai eu la chance, il faut dire, de continuer en master de recherche, ça va, mais de réussir à avoir une bourse, un financement pour faire cette thèse que je viens de terminer, juste après le master. Donc j'ai pu vraiment enchaîner, ce qui est vraiment une chance. Et donc voilà un petit peu ce qui m'amène jusqu'ici. Quel parcours! Ouais. Quel parcours! Et donc aujourd'hui, on va parler du parcours du temps long des montagnes et des glaciers. On peut faire un rapprochement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu depuis quand les glaciers ils font l'objet finalement d'une mise en tourisme? On parle principalement de 1741, c'est la date un peu marquante pour nous en France, parce que c'est la date des premières visites des Anglais Windham et Pocock à la mer de glace. Donc c'est 2 Anglais qui font le grand tour, donc qui visitent l'Europe à cette période-là, qui vont s'arrêter à Genève, qui est l'un des points de passage des itinéraires qui composent le grand tour. Et à Genève, ils vont entendre parler d'une curiosité qu'on appelle les glacières de Chamonix, à l'époque on appelle Chamonix. Et puis ils vont se frayer un chemin jusqu'à Chamonix. Alors c'est pas simple, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'accès facile. Ils vont mettre 5 jours depuis Genève pour atteindre Chamonix. Et puis une fois à Chamonix, ils vont arriver à un endroit où il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien qui accueille les visiteurs. Ils vont devoir se loger. Alors la légende raconte dans le prieuré de Chamonix. Et puis ils vont chercher quelqu'un qui pourrait leur montrer ces fameuses glacières. Et alors c'est pas évident parce qu'à l'époque les gens se demandent quelle drôle d'idée de vouloir aller voir ces glacières. Faut se rappeler que à cette époque-là, les glaciers sont plutôt vus de manière négative, notamment parce qu'on est dans ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, donc une période où pour faire simple, les glaciers ont pris de la masse, ont pris de la longueur, ont avancé dans les vallées et souvent détruisaient les infrastructures ou les terrains agricoles. Et donc les glaciers, ils étaient connotés plutôt négativement. Alors on avait quand même quelques personnes qui allaient autour de ces glaciers, pas tant pour les voir que pour soit aller chasser à ces altitudes, soit aller chercher des cristaux dans les montagnes. On avait les chasseurs de chamois et puis les cristalliers principalement. Et donc c'est parmi ces populations, on imagine qu'ils ont trouvé des guides, des premiers guides entre guillemets, qui vont les accompagner jusqu'à la mer de glace. Donc voilà, je pense que la mise en tourisme des glaciers, elle débute par cette visite. Alors, ça, c'est vraiment très franco-centré. En réalité, des visites de glaciers, il y en a eu avant. Le glacier du Rhône, il est visité en 1708. Du moins, c'est ce qui en ressort de l'histoire, des aspects plutôt scientifiques d'encyclopédie montagnarde. Enfin, on essaie de cartographier un petit peu les différents espaces. Alors, en réalité, c'est pas tout à fait différent de la mer de glace, parce que ces 2 visiteurs, ils viennent aussi pour faire des mesures. Donc, bon. Voilà, en gros, pour répondre à la question, milieu du XVIIIe siècle, les glaciers commencent à être mis en tourisme, commencent à être visités d'une manière touristique et sont mis en tourisme un peu dans la foulée, en fait. Et est-ce qu'on sait à quoi ça ressemble à cette époque, Chamonix, et les paysages finalement qu'on traverse? Ouais, on s'en doute parce qu'on a des reconstitutions des extensions glaciaires à cette époque. Bon, c'est vrai que Chamonix devait être assez marquante pour ces glaciers, si on imagine la mer de glace, son front descendait jusque dans le fond de la vallée. Donc on voyait le front de la mer de glace dans le fond de la vallée de Chamonix. Le glacier des Bossons descendait également très bas, donc je pense qu'on avait un paysage glaciaire beaucoup plus important qu'on pouvait observer depuis Chamonix qu'aujourd'hui. Et puis après, si on monte au Mont-en-Vert, donc ce qui est aujourd'hui l'un des sites touristiques majeurs du tourisme glaciaire en France, là on avait ce qui a été décrit comme une mer agitée qui aurait gelé instantanément sous une bise, ce qui a donné son nom à la mer de glace. Donc il faut imaginer un très grand glacier un peu mouvementé avec des crevasses, des mouvements de terrain, très blanc. Est-ce que toi tu peux nous expliquer quels sont les sentiments qui t'ont traversé la première fois où t'es arrivé à Chamonix? C'est quoi le paysage pour toi que tu vois et qu'est-ce que ça induit, quoi? Alors la première fois que je suis allé à Chamonix, j'avais... c'est une bonne question. J'avais 15 ans peut-être, je sais plus exactement. Et puis j'étais avec mes parents, on avait l'objectif d'aller voir la mer de glace.
Alors, j'ai pas de souvenir vraiment d'arriver à Chamonix et de ce que je vois à Chamonix. Franchement, je m'en souviens plus la première fois que je suis allé. Par contre, je me souviens de quand on est arrivé à la mer de glace et qu'en fait, on imaginait un glacier beaucoup plus grand et beaucoup plus blanc. Et en fait, on a été un peu déçus quand on est arrivé sur ce glacier. À l'époque, hein, c'était il y a bien longtemps, donc le paysage a encore changé depuis. Mais ouais, il y a vraiment eu ce sentiment de dire mais où est-ce qu'elle est la mer de glace? Et alors ça c'est marrant parce que j'ai fait pas mal d'enquêtes à ce sujet et puis cette question-là, elle ressort quand même. Enfin, plutôt cette exclamation quand on arrive sur le glacier de se dire mais où est la mer de glace? C'est marée basse, elle est partie. C'est des choses qu'on entend tous les jours. En faisant mes recherches après, de me rendre compte que tout le monde disait la même chose que ce que j'avais pu dire quand j'y suis allé. Et comment est-ce que t'en viens à te demander, du coup, quelle est l'évolution des paysages et en quoi ça va impacter le tourisme? Pendant mes 2 années de master, j'ai travaillé sur la question de l'évolution du métier de guide de haute montagne face au changement climatique. Et donc, ça a intégré déjà la manière dont les guides de haute montagne vivaient ce changement de paysage lié au fait notamment que certaines voies en neige ou en glace d'alpinisme sont de plus en plus désenglacées. On parle d'un assèchement de la montagne estivale. On a des grands couloirs, notamment, je pense à l'Aiguille Verte, qui en été sont plus praticables faute de neige. On a d'autres exemples, toujours dans le massif du Mont-Blanc, la Tour Ronde par exemple, qui a un itinéraire classique, notamment des guides de Courmayeur, des guides italiens. C'est une voie en neige qui aujourd'hui l'été, en fait si on regarde cette face, elle est noire, quoi. Elle est plus blanche comme elle l'était il y a 50 ans. Et donc je dirais que ça a été un peu le point de départ de ce travail. À la fin de mon master, j'avais questionné donc la manière dont les guides percevaient cette évolution du paysage. Je me suis confronté à, on peut dire, une sorte de barrière parce qu'il y avait déjà une thèse en cours sur les guides de haute montagne, sur les impacts et sur leurs adaptations. Donc ça allait faire un peu redondant si je m'intéressais à la manière dont ils percevaient l'évolution du paysage. Qui est le travail de qui? Jacques Mouret. D'accord. Et donc l'idée, ça a été de développer un autre thème de recherche, un autre sujet de recherche sur, cette fois, la question des grands sites glaciaires qui en fait avaient été très peu étudiés. On avait très peu de recherches, au moins dans les Alpes. Il y en a quelques exemples, on pourra y revenir sur les autres pays dans le monde. Mais très peu de recherches sur nos grands sites glaciaires alpins qui sont quand même assez constitutifs du tourisme autour de Chamonix, par exemple. On avait très peu de recherches sur les impacts du changement paysager sur ces grands sites et ce que ça impliquait. Donc c'est un peu ça qui a lancé le travail de thèse. D'ailleurs, dans ta thèse, tu introduis la notion que je connaissais pas de dégradation paysagère. Alors, ça veut dire quoi? Et c'est un problème ou pas? Et pour qui ou pourquoi? C'est une question multiple. Alors, la dégradation du paysage, c'est une notion qui est discutée. L'idée, c'est de dire que les paysages changent dans la manière dont on les perçoit et qu'ils changent de manière négative. Par exemple, pour le guide de haute montagne, au lieu de voir sa face qui en été est blanche, il va la voir grise et ça induit un sentiment négatif chez lui. Pour les visiteurs qui viennent à la mer de glace, eh bien, ils s'imaginent un glacier blanc ou plus d'ailleurs, hein, c'est pas forcément évident, mais ils vont voir quelque chose. En gros, c'est une évolution du paysage qui induit un jugement négatif. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de dégradation du paysage? En fait, ça c'est du coup, on peut pas vraiment parler de dégradation du paysage en tant que tel, étant donné que ça dépend vraiment du jugement d'une personne, quoi. Ouais, c'est vraiment relatif au point de vue d'une personne. Ça induit aussi ce paysage romantique. Du coup, c'est la dégradation de l'image telle qu'on l'aurait dans le cadre d'un paysage avec romantique. Des étendues blanches, des petits sapins, tout mignons, mais du coup sans infrastructure, sans immeubles, alors qu'il y en a quand même quelques-uns à Chamonix. Ouais. Alors il faut voir que cet aspect-là, on l'a vraiment. Moi, ma thèse, elle porte vraiment sur les sites touristiques, donc c'est vraiment très localisé sur ces espaces mis en tourisme autour des grands glaciers. Donc, si on reste en France, c'est le Montanvert, c'est la vallée du Glacier Blanc dans les Écrins. Je me suis aussi intéressé au glacier de Bionacé, tramway du Mont-Blanc qui mène au Nid d'Aigle. Donc voilà, mais je suis vraiment resté localisé sur ces espaces à partir desquels on voit peu d'infrastructures en fait. En fait, on est sur une infrastructure, mais on voit le paysage glaciaire sans. Donc, j'ai pas trop intégré cette notion de
d'humanisation du paysage dans mon travail. Et c'est quoi les acteurs de ces sites glaciaires qui pourraient être impactés, mis à part les guides de haute montagne dont tu parlais tout à l'heure? Bon, principalement, il y a les gestionnaires des sites. Les grands sites avec des infrastructures comme le Montanvert, on a la Compagnie du Mont Blanc, hein, par exemple, qui exploite le train du Montanvert, qui exploite les restaurants qui sont autour via des filiales. Donc il y a ces acteurs-là. Il y a les accompagnateurs en montagne aussi qui développent des excursions, des randonnées autour des glaciers. Dans les écrins, il y a les gardiens de refuge aussi qui sont impactés. Il y a ce qu'on appelle les gros tus, c'est les gens qui creusent les grottes de glace. Sur d'autres sites, va y avoir les exploitants de remontées mécaniques, type comme on va avoir sur le glacier de Chin ou d'autres glaciers. Je me suis plutôt intéressé à des glaciers en Autriche, notamment glacier de Stubai, où on a aussi ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Après, il y a les acteurs... alors moi, je m'y suis beaucoup moins intéressé, mais il y a les acteurs non touristiques, je pense à EDF, pour la mer de glace, avec les captages d'eau, les captages hydroélectriques. Puis après, il y a toutes les personnes qui visitent ces sites, qui pratiquent ces sites. Les alpinistes, les skieurs, les simples randonneurs, les gens qui viennent juste voir le glacier qui redescendent. Donc dans tout ce panel d'acteurs, finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un impact de cette dégradation paysagère, en mettant des guillemets, et quelle est-elle? Bon, il y a un impact du retrait glaciaire, ça c'est évident, et de tous les processus liés au changement climatique qu'on observe en haute montagne. Alors, qu'est-ce que c'est que ces processus? Donc, on a le retrait glaciaire en tant que tel, perte de longueur, perte de volume et donc perte d'épaisseur, qui va avoir un impact sur les activités. Il y a des processus qu'on appelle des processus paraglaciaires. C'est tous les processus qui sont pas directement glaciaires, mais qui sont liés à la déglaciation. Ça va être par exemple la dégradation des moraines, les déstabilisations de moraines par exemple. Pour dire simplement, c'est l'accumulation des roches qui ont été véhiculées par le glacier et qui forment des espèces de buttes de cailloux, si on peut dire ça simplement, autour du glacier. Et donc quand le glacier se retire, ces moraines en fait, elles se déstabilisent pour atteindre en fait une inclinaison qui est sur laquelle elles vont être stables. Et donc plus le retrait glaciaire est rapide, plus la moraine elle est déstabilisée rapidement, et donc on a un temps pendant lequel elle est complètement instable. Et il y a aussi un autre phénomène qu'on appelle la décompression post-glaciaire. Alors on a un exemple très parlant, hein, si des gens qui vont dans les écrins nous écoutent. Le refuge de la Pilate, il est l'exemple même de ce phénomène. Hein. En fait, on avait une faille, une instabilité dans un énorme bloc de roche, hein, pour faire simple. Et donc, pendant longtemps, le glacier a appuyé sur ce bloc de roche, a compressé ce bloc de roche. Et donc, maintenant que le glacier perd en épaisseur et donc libère sa force de compression sur la roche, en fait, on a la roche qui se met à glisser. Et alors, c'est particulièrement frappant dans le cas du glacier de la Pilate parce que, la faiblesse sur cette roche, elle se trouve pile au milieu du refuge. Et donc, on a le refuge qui s'ouvre en deux. Avec une grande fissure en plein milieu du refuge, quoi. Donc c'est assez parlant. Donc ça fait partie encore des phénomènes paraglaciaires. Et puis on a un troisième type de phénomène, de processus qui sont relatifs à la dégradation du permafrost. Alors qu'est-ce que c'est la dégradation du permafrost? Qu'est-ce que c'est le permafrost? Déjà, c'est l'ensemble des terrains qui sont gelés en permanence plusieurs années consécutives, et donc le changement climatique induit un réchauffement de ce permafrost, sa disparition, et donc ça peut également créer alors des problèmes de chute de pierre, d'augmentation des écroulements, et puis dans certains cas des déstabilisations d'infrastructures. Par exemple, autour du glacier d'Aletsch, on a un téléphérique qui amène sur le point de vue le plus haut du côté valaisan du glacier d'Aletsch, et en fait cette infrastructure aujourd'hui qui est construite dans du permafrost commence à bouger du fait de cette dégradation. Il y a plein de problématiques, comme tu viens de nous l'expliquer. Quand on regarde seulement par la lunette touristique, comment est-ce que les opérateurs touristiques ils font pour s'adapter à ce changement climatique qui induit tous ces changements sur les glaciers, sur les sites glaciaires? D'une manière générale, ils vont s'adapter en mettant en place ce qu'on appelle des stratégies d'adaptation réactive. Alors, toute une littérature sur les stratégies d'adaptation. Mais en gros, ce qu'ils vont faire, c'est que... et la majorité des adaptations qu'on observe, c'est celle-ci,
ça va être en gros, de réparer le problème. Par exemple, si le glacier est plus accessible parce qu'il a perdu 10 mètres de longueur, et ben on va rajouter 10 marches. On a un exemple aussi parlant autour du glacier d'Aletsch. On a une infrastructure qui est construite dans un terrain qui est en mouvement du fait de la décompression post-glaciaire. L'adaptation, ça a été de surélever cette infrastructure, de la mettre sur des vérins hydrauliques, comme ça elle peut bouger en suivant les déformations du terrain. Mais ça va être dans la majorité des cas des adaptations qui ne répondent qu'à une problématique donnée à un instant T et qui permettent pas d'envisager, qui des fois prennent assez peu en compte le fait qu'on connaît déjà assez bien l'évolution des glaciers et de tous ces processus dans les années à venir. Alors c'est pas uniquement, je dis d'une manière générale, c'est ce qu'on observe, c'est vraiment le type d'adaptation qui revient le plus. Après, on a des adaptations qui sont différentes. Si on prend les guides de haute montagne, par exemple, ils vont s'adapter. Je peux revenir sur ces courses qui sont plus réalisables en été. Donc ils vont s'adapter en augmentant leur quantité de travail l'hiver, en changeant d'activité. Il y a certains guides qui arrêtent de travailler avec l'alpinisme et qui vont travailler avec l'escalade sportive, avec le VTT. Ou d'autres activités de ce type. On va avoir des reports spatiaux. Par exemple, si des courses dans un massif sont plus réalisables, comparé à ce qu'on observait il y a 10-20 ans en arrière, là, les guides vont être beaucoup plus mobiles, vont plus facilement aller dans un autre massif pour chercher les bonnes conditions. Ils vont être aussi plus réactifs à la demande de leurs clients. Et puis, si on regarde les grands opérateurs, on va avoir des grands projets de transformation des sites qui visent à libérer la dépendance aux glaciers de ces sites. Alors, c'est le cas notamment d'une partie du projet de réhabilitation du site du Montanvert, qui est assez intéressant. C'est en gros, l'idée, ça a été de dire que on a, avec ce retrait glaciaire, avec ce retrait de la mer de glace, un marqueur du changement climatique, un marqueur des effets du changement climatique. Et donc l'idée de ce projet, ça a été de construire ce qu'on appelle un centre d'interprétation glaciaire. Donc un très grand centre où on va avoir une restitution sur l'histoire de la glaciologie, les glaciers, le changement climatique. C'est une forme de médiation. C'est de la médiation scientifique. Pour le grand public. Oui. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le retrait glaciaire, il entraîne un développement de ces centres d'interprétation et de cette médiation scientifique autour des glaciers. On l'observe partout dans le monde. On l'observe, moi, sur les terrains que j'ai pu investiguer dans les Alpes, c'est quelque chose qu'on observe très bien. C'est quelque chose qu'on observe aussi au Canada, c'est quelque chose qu'on observe en Islande. C'est un peu une tendance générale d'aller vers une forme de patrimonialisation glaciaire où on viendrait mettre en place un espace de restitution du glacier dans l'idée que on continue à le voir aujourd'hui, mais on prépare d'une certaine manière le fait qu'il ne sera plus là demain. Comme si on essayait de le figer dans le temps, quoi. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Et donc il y a aussi tout un discours autour de l'idée de transmettre les événements, notamment les événements climatiques, par ce biais-là. Est-ce qu'on n'est pas en train de remplacer le tourisme glaciaire par un espèce de tourisme scientifique ? En fait, on peut dire que le tourisme glaciaire, il est quand même, je pense, lié au tourisme scientifique depuis sa création. Les premiers visiteurs qui viennent voir les glaciers, ils sont plutôt du ressort de ce qu'on pourrait appeler le tourisme scientifique. Et ensuite, on a eu, au XXe siècle, un développement plutôt de la valeur esthétique des glaciers. Et c'est vrai que là, on aurait tendance à revenir sur une plus forte mise en tourisme de la valeur scientifique des glaciers que ce que c'était le cas il y a 20 ans ou 30 ans. Donc oui, d'une certaine manière. Est-ce que tu penses que le monde scientifique, il est prêt pour accueillir... Je pense... alors, c'est pas sur un glacier, mais je pense au pic de Bure, dans le Dévoluy. Il y a quand même un des plus gros observatoires en Europe du son des étoiles, si on va vite, quoi. J'y suis allée avec des étudiants en CCST pour comprendre un peu le tourisme scientifique, et on a l'impression que les acteurs locaux et les scientifiques n'arrivaient pas à communiquer pour mettre en valeur cette science qui est faite sur le territoire. Est-ce que toi, que ce soit en France ou au plan international, tu as eu d'autres exemples, d'autres cas où ça marche mieux ? Comment est-ce qu'on évalue le fait que ça marche ou pas ?
Qu'il y ait un dialogue déjà peut-être qui s'instaure, qu'il y ait une envie de médiation. Qui est l'envie, ça je pense que clairement de la part des acteurs, il y a une envie de transmettre. Déjà, alors il y a un peu un paradoxe. On vient de faire un travail qui avait été financé par le Labexitem sur le rôle de ces centres d'interprétation glaciaire, les processus qui ont conduit à leur mise en tourisme et puis la manière dont les éléments scientifiques étaient reçus par les visiteurs. Et mise en valeur, quoi, en fait. C'est cette idée-là. Ouais, c'est comment est-ce que, en gros, la valeur scientifique est mise en tourisme et quel processus engendre ça et puis qu'est-ce que ça implique pour les visiteurs. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine volonté de la part des acteurs de le faire. Si on prend la mer de glace, on a déjà un petit glaciarium, on a ce grand projet de grand glaciarium, si je peux dire, et puis on a aussi tout l'été un glaciologue qui vient, donc on est une petite équipe du laboratoire Editem notamment, à venir tous les jours pendant l'été, à se relayer pour faire des petites conférences sur le paysage, l'évolution liée au changement climatique. Donc on a cet élément-là. En même temps, c'est pas si simple parce que, et on s'en rend compte, on s'est rendu compte en faisant nos enquêtes, il y a quand même une dualité, un paradoxe entre d'une part une volonté de mettre en valeur cet aspect scientifique des glaciers, mais qui implique de mettre en valeur les questions de retrait glaciaire et de changement climatique, et qui implique in fine, si on veut le faire bien, de parler du rôle de l'homme et du tourisme sur le changement climatique. Et là on arrive à un moment donné où les personnes qu'on interroge nous disent oui, on met en tourisme cet aspect-là, mais pas être trop pessimiste non plus, faut pas donner le cafard aux gens, et donc il y a. Alors, en plus, je dis surtout pas ça pour leur jeter la pierre. Je pense que les gens qui le font sont tout à fait convaincus et essaient de faire les choses bien. Non, mais il y a une problématique à l'heure actuelle de l'engagement scientifique dans cette espèce de cafard climatique. Ça, on le voit et il commence à y avoir des recherches là-dessus. On a parlé sur la conférence autour du 2 degrés à Autran cet automne-là. En fait, elle commence à être mise en valeur, donc j'entends ce que tu dis. Donc, ils veulent faire bien, pour autant... Pour autant, il y a un moment donné où ils se disent, en fait, on veut quand même attirer des gens. Ouais. L'objectif de ce développement, c'est quand même de perpétuer le tourisme. Donc, on va éviter de dire que le tourisme est une des grosses causes du problème. Oui. Et donc, là, il y a un peu un paradoxe. Ce serait un peu comme se tirer une balle dans le pied. Bah oui. Mais ça, c'est... j'ai pas de réponse, c'est un peu insolvable comme problème. Et ce que tu as pu voir, par exemple, en Autriche, tu nous parlais de l'Autriche tout à l'heure, est-ce que ça tend sur les mêmes réflexions ou on trouve ailleurs ce qu'on trouve déjà en France au niveau du tourisme scientifique et justement de la valorisation de ces sites glaciaires en relation au changement climatique ? Alors j'ai étudié un site particulièrement en Autriche, c'est le glacier du Pastersee. Franz Josef Hohe, c'est le plus grand glacier autrichien. C'est un peu le pendant autrichien de la mer de glace, c'est un peu la même configuration, sauf qu'on y va en voiture plutôt qu'en train. Et alors, bon, je pense que je suis un peu biaisé parce qu'il y a la question de la langue, peut-être une culture qui est un peu différente. J'ai eu l'impression, mais ça demande à être vérifié, que à la fois les éléments d'interprétation étaient plus développés. On a un gros centre d'interprétation glaciaire, et pas que glaciaire d'ailleurs, en fait. Il est d'une manière générale une exposition sur l'histoire. Il y a toute une exposition sur les glaciers, mais toute la suite de l'expo, c'est aussi sur l'histoire du site. Donc on a une scénographie qui est, je pense, beaucoup plus aboutie que ce qu'on trouve aujourd'hui au Montanvert, alors qu'il va devenir obsolète quand le nouveau projet de glaciarium sera en place. Et en même temps, dans les entretiens que j'ai faits, j'ai senti une moins grande implication de la part des acteurs. Alors, mais bon, ça reste à vérifier parce qu'il y a quand même un biais. Je veux dire, je parle pas allemand, donc on dialogue en anglais. C'est quand même pas forcément. On n'a pas la même. On peut pas se dire les mêmes choses, donc c'est peut-être un peu lié à ça. J'ai eu l'impression que les opérateurs en France avaient une perception plus négative des impacts du changement climatique sur leurs espaces qu'en Autriche. Le Camp de base podcast, c'est terminé pour aujourd'hui. Tu peux retrouver le volume 2 avec Emmanuel Salim qui abordera la question du futur du tourisme des sites glaciaires dès lundi sur toutes les plateformes de podcast et sur le site campdebase-podcast.com.
Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à très vite.